La pluie tombait sur Londres avec la persistance du chagrin lui-même, transformant les pavés en miroirs qui reflétaient un ciel gris et indifférent. Et c'est à travers ce déluge que mademoiselle Evelyn Hartley arriva à Ashford House en l'automne de 1847, sa modeste malle attachée à l'arrière d'un fiacre de louage qui avait connu des jours meilleurs, tout comme elle. La demeure se dressait devant elle, tel un monument à la grandeur austère, sa façade de pierre de Portland luisant sous l'humidité dans la faible lumière de l'après-midi, chaque fenêtre semblant la dévisager avec la même évaluation froide qu'elle avait pris l'habitude de recevoir de ceux qui l'avaient autrefois considérée comme leur égale, mais qui ne voyaient plus en elle qu'une dame de bonne famille, réduite à accepter un emploi rémunéré. Évelyne rassembla ses jupes trempées avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Elle s'était appris à ne pas montrer de faiblesse, plus maintenant, et laissa le majordome, au visage sévère, la faire entrer dans un hall si vaste et si méticuleusement ordonné, qu'il ressemblait plus à une cathédrale, à la bienséance, qu'à une maison où des gens vivaient, respiraient et ressentaient les complications désordonnées de l'existence humaine. Elle fut annoncée avec la précision formelle due à toute visiteuse, bien qu'ils sussent tous deux qu'elle n'était pas du tout une visiteuse, mais une dame de compagnie engagée, un ornement nécessaire pour assister Lady Beatrice Ashford. La tante âgée du duc, dont l'âge avancé, requérait le genre d'attention constante que le devoir familial exigeait, mais que les membres de la famille eux-mêmes étaient trop occupés pour fournir. Alors qu'elle attendait, l'eau s'accumulant sous ses bottines usées sur un marbre qui coûtait sûrement plus que ce que son père avait perdu dans sa dernière et désespérée spéculation, Évelyne sentit le poids de sa transformation s'installer sur ses épaules comme une cape de plomb. Elle qui avait autrefois dansé chez Almax, qui avait été qualifiée d'accomplie et de jolie avec la facilité des jeunes femmes dont l'avenir semblait assuré, se tenait maintenant dans le hall d'un étranger, en espérant seulement être jugée assez acceptable pour justifier le maigre salaire qui la préserverait d'une indigence totale. Le duc lui-même apparut en haut du grand escalier avec la soudaineté inévitable d'un nuage d'orage, et la première impression d'Évelyne fut celle d'une sévérité faite chair, un homme d'environ 35 ans, dont le visage semblait taillé dans la même pierre impitoyable que sa demeure ancestrale, ses yeux sombres la parcourant d'une évaluation si brève et si totalement dénuée d'intérêt qu'elle se sentit congédiée avant même qu'il n'ait parlé. « Mademoiselle Hartley, dit-il, sa voix possédant cette qualité particulière de celui qui a appris à commander sans élever le ton. Ma tante vous recevra dans son salon. Madame Pemberton a été retardée à Bath, mais nous rejoindra le mois prochain pour les festivités de fiançailles. » Les mots restèrent en suspens avec leur message implicite. Il était promis à la riche et bien introduite Lady Caroline Pemberton, et il n'y avait aucune possibilité de confusion sur ce point, aucune chance qu'une dame de compagnie puisse nourrir des pensées inappropriées à l'égard de son employeur. Évelyne fit une révérence avec la grâce exercée que sa naissance lui avait donnée, et que la pauvreté ne pouvait lui enlever, murmurant son assentiment. Et tandis qu'elle suivait la gouvernante dans les escaliers, elle aperçut une dernière fois le duc se retirant dans ce qui devait être son bureau, ses épaules rigides sous un habit de drap fin parfaitement taillé, et elle songea combien il ressemblait à un homme emprisonné dans une forteresse de sa propre construction. Bien qu'elle n'eût pu dire pourquoi cette pensée lui était venue, ni pourquoi elle avait remué quelque chose de désagréablement proche de la reconnaissance dans son propre cœur soigneusement gardé. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les semaines passèrent au rythme mesuré d'une maisonnée qui prisait l'ordre par-dessus tout, et Évelyne se retrouva à s'installer dans des fonctions qui étaient à la fois plus agréables et plus isolantes qu'elle ne l'avait prévu,
car Lady Béatrice se révéla être une femme d'une chaleur inattendue et d'une intelligence redoutable dont les facultés, loin d'être diminuées par ses 78 ans, restaient aussi vives que l'esprit qu'elle maniait avec une précision chirurgicale lors de leurs conversations quotidiennes. Le salon de la vieille dame devint le sanctuaire d'Eveline, un espace rempli de la lumière de l'après-midi et du désordre confortable d'une vie bien vécue, où elle lisait à voix haute des romans et des journaux de philosophie naturelle, où elle jouait d'interminables parties d'échecs que Lady Béatrice remportait avec une régularité joyeuse, et où elle écoutait des histoires d'un Londres qui avait existé avant sa naissance, peuplé de personnages à la fois scandaleux et nobles, dont les descendants arpentaient maintenant les mêmes rues qu'Eveline avait autrefois fréquentées en des jours plus heureux. Pourtant, au-delà de ces heures chaleureuses, Ashford House restait un monument à la formalité rigide. Chaque repas une performance orchestrée avec précision, chaque interaction régie par des règles si élaborées qu'elles semblaient conçues pour empêcher toute connexion humaine authentique de se produire accidentellement. Et à travers tout cela, le duc se déplaçait comme un fantôme dans sa propre maison, présent mais fondamentalement absent, ses interactions avec Eveline se limitant au plus bref salut lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs ou se retrouvaient à la même table pour le dîner, avec Lady Béatrice entre eux comme une chaperonne bienveillante qui semblait trouver un grand amusement dans des observations qu'Eveline ne parvenait pas tout à fait à interpréter. Elle apprit à lire le langage tacite de la maisonnée, la façon dont les domestiques se déplaçaient avec une efficacité feutrée, la façon dont la conversation mourait lorsque le duc entrait dans une pièce, la façon dont la porte de son bureau restait fermée des heures durant tandis qu'il s'occupait des affaires de ses domaines, de ses investissements et de toutes les lourdes responsabilités qui accompagnaient un duché dont l'histoire remontait à 3 siècles. Eveline se rendit invisible, ou essaya de l'être, gardant les yeux baissés et ses opinions inexprimées, sauf dans l'intimité des appartements de Lady Béatrice, déterminée à ne pas abuser de sa position ou à donner à quiconque une raison de remettre en question sa bienséance, mais elle ne put s'empêcher de remarquer les petites choses qui s'accumulaient comme une chute de neige. Silencieuse et persistante, la façon dont le regard du duc s'attardait parfois sur son visage pendant le dîner avant qu'il ne se reprenne et détourne les yeux, les questions qu'il semblait sur le point de poser avant de se raviser, l'adoucissement presque imperceptible de ses traits sévères lorsque Lady Béatrice faisait une observation spirituelle et qu'Eveline riait avant de pouvoir se retenir. Il y avait quelque chose de blessé en lui, commença-t-elle à comprendre, un profond malheur que sa posture parfaite et ses expressions contrôlées ne parvenaient pas tout à fait à dissimuler, et elle le reconnut parce qu'elle portait ses propres blessures soigneusement bandées sous la compétence calme qu'elle présentait au monde, le chagrin d'avoir vu son père sombrer lentement dans le désespoir après l'échec de ses investissements, l'humiliation d'être prise en pitié par des femmes qui l'avaient autrefois enviée, la solitude particulière de savoir qu'elle ne se marierait jamais, n'aurait jamais d'enfant, ne serait jamais rien de plus qu'un appendice utile à la famille de quelqu'un d'autre. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance, qu'elle avait accepté son sort et fait la paix avec des attentes réduites, mais les nuits où elle était allongée dans sa petite mais confortable chambre et écoutait la maison se calmer autour d'elle, elle s'autorisait parfois à imaginer une vie différente, une vie où la naissance et la fortune n'auraient pas prédéterminé chaque possibilité, avant de repousser fermement de telles pensées et de se rappeler que la survie exigeait d'accepter la réalité, plutôt que de pleurer ce qui ne pourrait jamais être. La pluie revint un mardi après-midi au début d'octobre, martelant les hautes fenêtres d'Ashford House avec un rythme qui correspondait à l'agitation dans le cœur d'Eveline, et cherchant un répit à la mélancolie qui semblait s'infiltrer à travers les murs mêmes de sa petite chambre, elle se dirigea vers la bibliothèque, ce vaste dépôt de sagesse relié en cuir que Lady Béatrice lui avait assuré qu'elle était la bienvenue à explorer pendant ses heures libres.
Elle poussa la lourde porte de chêne aussi silencieusement que possible, ne souhaitant pas troubler le silence sacré que de telles pièces semblaient exiger, et se figea sur le seuil lorsqu'elle découvrit qu'elle n'était pas seule. Le duc se tenait devant les fenêtres, le dos tourné, entouré d'un archipel de livres étalés sur toutes les surfaces disponibles. Leurs pages ouvertes sur des illustrations de spécimens botaniques et des cartes astronomiques, les débris d'un esprit cherchant des réponses à des questions qu'elle ne pouvait deviner. Elle commença à reculer, murmurant des excuses pour l'intrusion, mais il se retourna au son de sa voix, et quelque chose dans son expression l'arrêta, un éclair de ce qui aurait pu être du soulagement, ou peut-être de la solitude, rapidement masqué par sa réserve habituelle. « Mademoiselle Hartley » dit-il, et sa voix manquait de sa formalité coutumière, légèrement éraillée, comme s'il n'avait pas parlé à voix haute depuis des heures. « Vous n'avez pas besoin de partir. La bibliothèque est assez vaste pour 2 âmes solitaires, je pense. » Elle hésita, prise entre l'exigence de la bienséance de se retirer et quelque chose de plus profond qui la poussait à rester. Et dans ce moment d'indécision, il fit un geste vers les livres qui l'entouraient, un mouvement qui semblait presque impuissant. J'essayais de comprendre les théories de Humboldt sur la géographie des plantes, dit-il, et elle entendit dans son ton une invitation déguisée en déclaration. Mais je trouve sa prose assez impénétrable, ou peut-être est-ce simplement que mon latin s'est rouillé par manque de pratique. Sans vraiment le vouloir, Evelyne se retrouva à s'approcher, attirée par la vulnérabilité inattendue de cet aveu, et elle jeta un coup d'œil au volume ouvert devant lui, reconnaissant le texte de la bibliothèque de son père, vendu il y a longtemps pour payer ses dettes. « Humboldt écrit magnifiquement, dit-elle, oubliant un instant de garder ses mots, mais il faut le lire lentement, en laissant chaque observation s'appuyer sur la précédente, comme regarder un paysage se révéler à travers une brume qui se dissipe. » Les yeux du duc s'aiguisèrent d'intérêt, et elle y vit de la surprise, rapidement suivie de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la faim, non pas pour sa personne, mais pour son esprit, pour une conversation authentique dans une maison qui semblait priser la courtoisie vide plutôt que l'échange authentique. Ils parlèrent alors, timidement d'abord, puis avec une aisance croissante, de l'interconnexion des systèmes naturels et de la beauté de la recherche scientifique, du voyage de Darwin et de la validité de ses théories, de la responsabilité de ceux qui ont une éducation de l'utiliser pour la compréhension plutôt que comme simple ornement social, et Evelyne se sentit s'épanouir comme l'une des plantes soigneusement documentées par Humboldt, s'étendant vers la lumière de l'engagement intellectuel dont elle avait été privée depuis la mort de son père. Le duc écouta ces observations avec une attention qui semblait presque physique dans son intensité, interjetant occasionnellement des questions qui révélaient la finesse de son propre esprit considérable, et elle regarda les lignes sévères de son visage s'adoucir progressivement, vit le fantôme de l'homme qu'il aurait pu être avant que le devoir et les attentes n'aient érodé tout ce qui était doux et spontané. Elle savait qu'elle ne devrait ressentir que de la gratitude pour sa condescendance à la traiter en égale, ne serait-ce que pour cette heure volée, mais ce qu'elle ressentit à la place était bien plus dangereux, une attirance vers lui qui n'avait rien à voir avec son titre ou sa richesse, et tout à voir avec l'intelligence blessée qu'elle reconnaissait dans ses yeux, le même isolement qu'elle voyait reflété dans son propre miroir chaque matin. Ils ne remarquèrent pas comment la lumière de l'après-midi s'estompa pour laisser place au soir, ne marquèrent pas le passage du temps jusqu'à ce qu'un domestique vienne allumer les lampes, et quand enfin Evelyne se souvint d'elle-même et fit sa révérence d'adieu, elle emporta avec elle la chaleur de ses derniers mots. « J'espère que vous me rejoindrez ici à nouveau, mademoiselle Hartley. Il y a bien trop longtemps que je n'ai pas eu le plaisir d'une conversation véritablement stimulante. »
Alors qu'elle retournait aux appartements de Lady Béatrice, son cœur battant d'un mélange de joie et de terreur face à ce qui venait de se produire, elle ne vit pas la vieille dame debout dans l'embrasure de la porte assombrie qu'elle venait de passer, la regardant s'éloigner avec des yeux qui avaient été témoins de 8 décennies de folie et de sagesse humaine, un sourire entendu jouant sur les traits burinés de Lady Béatrice, tandis qu'elle murmurait au couloir vide. Et ainsi, cela commence. L'automne arriva avec sa beauté mélancolique particulière, peignant les terres d'Ashford House dans des tons d'ambre et de cramoisi. Et avec lui vint une transformation si graduelle qu'Evelyn n'aurait pu dire précisément quand la bibliothèque cessa d'être simplement une pièce pour devenir un sanctuaire, un lieu de rencontre tacite où elle et le duc se retrouvaient attirés avec une régularité croissante, leur conversation s'approfondissant comme des racines cherchant de l'eau dans un sol desséché. Ils parlaient de philosophie et de littérature, des mouvements de réforme qui balayaient le Parlement, des découvertes scientifiques qui remodelaient la compréhension de l'humanité de sa place dans le monde naturel, évitant soigneusement tout ce qui était trop personnel, même si leurs mots en révélaient plus que l'un ou l'autre ne l'entendaient vraiment. Et Evelyn se retrouva à vivre pour ces heures volées où elle pouvait mettre de côté le masque prudent de la dame de compagnie et être simplement elle-même, pleinement présente et intellectuellement engagée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis la mort de son père. Le duc commença à solliciter ses opinions sur les affaires du domaine, préfaçant toujours ses questions par une mention de l'intérêt de Lady Béatrice, comme s'il avait besoin de justifier de consulter une femme sans statut particulier. Mais ils savaient tous deux que le prétexte s'amenuisait, et Evelyn vit dans ses yeux une faim qui correspondait à la sienne, un besoin désespéré de connexion authentique dans une vie qui avait été soigneusement construite pour empêcher précisément une telle intimité dangereuse. De petits gestes s'accumulèrent comme des intérêts sur un investissement. Un volume de poésie de Wordsworth laissé sur sa chaise habituelle, sa reliure encore neuve et intacte, clairement acheté plutôt que pris de la collection existante, avec un sonnet particulier marqué par un ruban de soie bleu profond, le poème parlant de solitude et de la joie inattendue de trouver des âmes sœurs dans des circonstances improbables. Elle le lut 3 fois dans l'intimité de sa chambre, ses mains tremblant en traçant les mots, sachant qu'elle devrait le rendre, sachant qu'elle devrait se distancier de ce qui s'épanouissait entre eux comme une impossible fleur d'hiver, mais elle se retrouva à le porter avec elle le lendemain, se retrouva à le remercier avec des yeux qui en disaient bien plus que ces mots soigneusement choisis ne pouvaient le transmettre en toute sécurité. La maisonnée commença à le remarquer, bien sûr, car les domestiques voyaient tout, et la transformation du duc était impossible à manquer. Il souriait plus facilement, s'attardait au repas, au lieu de se retirer immédiatement dans son bureau, posait des questions sur les familles du personnel avec un intérêt sincère, là où auparavant il s'était déplacé dans sa propre maison comme un étranger de passage. Et Evelyn entendit les spéculations chuchotées dans les couloirs, vit les regards entendus échangés à son passage, sentit le poids de l'observation qui la rendait de plus en plus consciente de chaque geste, de chaque mot, de chaque moment qu'ils passaient ensemble. Pourtant, ce furent les observations de Lady Caroline qui la troublèrent le plus profondément, car lors de l'une des brèves visites de sa fiancée à la maison, Evelyn fut témoin du vide profond de leurs fiançailles, vit comment Lady Caroline traitait le duc avec une tolérance ennuyée qui frisait le mépris, lui parlant comme on s'adresserait à un domestique particulièrement lent, son intérêt n'étant éveillé que lorsqu'elle discutait des arrangements financiers de leur union à venir, ou de la liste des invités pour le bal de fiançailles qui officialiserait ce qui était déjà une conclusion inévitable aux yeux de la société. Au dîner ce soir-là, Evelyn était assise à sa place habituelle,
à l'extrémité de la table, censée être présente mais invisible, un meuble avec un pouls et un souffle. Et elle regarda Lady Caroline pérorer sur les insuffisances des modes de la saison précédente, tandis que le duc restait assis, silencieux et rigide, son visage un masque d'attention polie, et puis ses yeux rencontrèrent ceux d'Evelyne de l'autre côté de l'étendue de lin blanc et de cristal, et dans ce regard, elle lut un tel malheur profond, un tel désir désespéré de sauvetage d'un destin qu'il avait accepté mais jamais choisi, qu'elle dut détourner les yeux avant que les larmes qui montaient dans sa gorge ne puissent la trahir. Cette nuit-là, allongée sans sommeil dans son lit étroit, Evelyne prit une décision née à parts égales de sagesse et de lâcheté. Elle prendrait ses distances, protégerait leurs deux cœurs en se retirant dans les limites appropriées de sa position. Se souviendrait que désirer quelque chose ne le rendait pas possible et que certains gouffres ne pouvaient être comblés, peu importe la force du désir. Elle commença à prendre ses repas dans sa chambre, prétextant des maux de tête et de la fatigue, évita la bibliothèque aux heures où elle savait qu'il la fréquentait, limita ses interactions avec Lady Béatrice aux appartements de la vieille dame où elle serait à l'abri des rencontres accidentelles, et elle se sentit dépérir comme l'un des spécimens documentés de Humboldt privé de lumière essentielle, mais elle se dit que c'était nécessaire, que c'était juste, que c'était le seul moyen d'empêcher la catastrophe qu'elle voyait approcher avec l'inévitabilité de l'hiver suivant l'automne. La chaleur inhabituelle arriva un mercredi matin, fin octobre, un cadeau de quelque divinité capricieuse qui avait eu pitié du froid automnal habituellement implacable de l'Angleterre, et le duc remarqua son absence avec une acuité qui le surprit, car 3 jours s'étaient écoulés sans voir mademoiselle Hartley à la bibliothèque ou au repas, et la maison semblait plus vide de son retrait, comme si une lumière essentielle avait été éteinte, ne laissant que la froide luminosité formelle des chandeliers et du devoir. Il trouva Lady Béatrice dans le salon du matin, ses yeux vifs l'observant par-dessus le bord de sa tasse de thé, avec une expression qui suggérait qu'elle savait précisément ce qu'il allait demander avant qu'il ne prononce les mots. Et quand il mentionna qu'une promenade dans les jardins pourrait faire du bien à sa tante par une si belle journée. Et si elle apprécierait également la compagnie de mademoiselle Hartley, le sourire de la vieille dame fut entendu et indulgent, alors qu'elle acceptait avec un empressement qui semblait suspicieusement répété. Evelyne reçut l'invitation avec une réticence visible, son visage soigneusement neutre, tandis qu'elle aidait Lady Béatrice à enfiler son manteau de promenade, et le duc sentit la distance qu'elle avait érigée entre eux comme une barrière physique, un mur construit de bienséance et de peur qu'il aspirait à escalader mais n'avait aucun droit de franchir. Ils s'engagèrent sur les chemins de gravier qui serpentaient à travers les jardins à la française, marchant tous les trois en formation soignée avec Lady Béatrice entre eux, et ils avaient progressé d'environ 50 mètres quand la vieille dame s'arrêta brusquement, pressant une main sur sa poitrine avec une délicatesse théâtrale qui aurait été amusante si le duc n'avait pas été si désespéré de l'opportunité que sa fatigue soudaine présentait. Elle insista sur le fait qu'elle devait retourner immédiatement à la maison, mais qu'eux deux devaient continuer, profiter de ce rare cadeau de chaleur avant que l'hiver ne réclame son domaine, et avant que l'un ou l'autre ne puisse protester. Elle retournait vers la terrasse avec une vivacité qui démentait plutôt son épuisement prétendu, les laissant seuls sous les feuilles changeantes. Ils marchèrent d'abord en silence, la gêne entre eux palpable, jusqu'à ce que le duc ne puisse plus le supporter et parle de choses insignifiantes, les jardins, le temps, les préparatifs du domaine pour l'hiver, n'importe quoi pour entendre à nouveau sa voix. Et peu à peu elle répondit, ses mots hésitants mais se réchauffant, et d'une manière ou d'une autre leur conversation se tourna vers la perte, vers les fardeaux qu'ils portèrent chacun, et il se retrouva à parler des ordres de son père sur son lit de mort, des fiançailles arrangées
alors qu'il avait à peine 17 ans, avec une jeune fille qu'il n'avait jamais rencontrée, du poids des attentes qui avaient lentement écrasé chaque impulsion spontanée, jusqu'à ce qu'il soit devenu plus un monument qu'un homme. Evelyn écouta avec une attention qui ressemblait à une absolution, et quand elle parla de sa propre tragédie, les dettes de jeu de son père, la mort de sa mère de honte, la disparition de son frère dans les colonies, le lent démantèlement de tout ce qu'elle avait connu et aimé, il entendit dans sa voix un écho de son propre désespoir silencieux, et il comprit qu'ils étaient tous deux prisonniers des circonstances, tous deux piégés dans des cages qu'ils n'avaient pas construites, mais dont ils ne semblaient pas pouvoir s'échapper. Ils s'étaient arrêtés de marcher sans vraiment le remarquer, debout sous un chêne ancien dont les feuilles tombaient autour d'eux comme une neige dorée. Et à ce moment-là, quelque chose passa entre eux qui n'était pas tout à fait un contact, mais semblait plus intime que n'importe quel contact physique aurait pu l'être, leurs mains s'élevant presque de leur propre volonté, attirées l'une vers l'autre par une force magnétique qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Puis la réalité s'immisça avec le son lointain de voix venant de la maison, et ils reculèrent tous deux brusquement, le sortilège rompu mais non oublié, et ils reprirent leur marche avec une distance prudente entre eux, parlant maintenant de sujets plus sûrs, mais tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé, qu'une ligne avait été franchie d'où il ne pouvait y avoir de véritable retraite, et quand ils se séparèrent sur les marches de la terrasse avec des courtoisies formelles qui sonnaient comme des mensonges, Evelyn emporta avec elle le poids de la possibilité et la terreur de l'espoir, tandis que le duc resta à la regarder s'éloigner, avec la terrible certitude qu'il avait trouvé la seule personne au monde qui le comprenait, et que le devoir exigerait qu'il la laisse partir. Lady Caroline arriva un jeudi après-midi au début de novembre, son carrosse à 4 chevaux accompagné de 2 véhicules supplémentaires transportant sa femme de chambre, ses malles, ses boîtes à chapeau et tous les accessoires nécessaires à un séjour prolongé. Et Evelyn regarda depuis la fenêtre de Lady Béatrice la procession s'arrêter devant la maison, avec un sentiment de catastrophe imminente s'abattant sur elle comme le givre du matin. La femme qui en sortit était belle de la manière froide et classique que la société admirait tant, tout en boucles dorées et peau de porcelaine, et une silhouette que des couturiers coûteux avaient sculptée en une silhouette idéale. Mais il y avait quelque chose dans le pli de sa bouche, le calcul dans ses yeux bleu pâle, qui parlait d'une nature plus soucieuse d'acquisition que d'affection. Et Evelyn sentit son cœur se contracter d'un mélange douloureux de jalousie et de pitié pour le duc qui passerait sa vie aux côtés d'un vide si exquis. Le traitement du personnel de la maison par Lady Caroline était impérieux, frisant la cruauté, ses ordres donnés avec le dédain désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa propre supériorité, et lorsqu'elle rencontra Evelyn dans le couloir devant les appartements de Lady Béatrice, son regard la balaya avec l'évaluation dédaigneuse qu'on pourrait accorder à un meuble dont on envisage le retrait, et elle ne lui adressa la parole que pour demander si elle était la dame de compagnie, prononçant le mot comme s'il avait un goût légèrement désagréable sur sa langue. La fiancée du duc le traitait avec une tolérance ennuyée qui était en quelque sorte pire qu'une aversion active. Lui parlant sur le ton condescendant qu'on pourrait utiliser avec un enfant modérément intelligent, son intérêt n'étant éveillé que lorsqu'elle discutait de la liste des invités pour leur bal de fiançailles ou des termes du contrat de mariage. Et Evelyn observa que Lady Caroline l'appelait Ashford, n'utilisant jamais son prénom, maintenant même dans les moments privés la distance formelle d'un arrangement commercial. Le dîner de ce soir-là se révéla être une torture exquise, car Evelyn était assise à sa place habituelle, à l'autre bout de la table, pendant que Lady Caroline pérorait sur les insuffisances des offres de la saison en cours à l'opéra, la qualité décevante du bal de la semaine précédente au domaine des Worthington, le déclin choquant des normes parmi la jeune génération qui semblait penser que la passion était un substitut acceptable à la bienséance,
Tout cela pendant que le duc restait assis, rigide et silencieux, ses réponses monosyllabiques lorsque cela était nécessaire. Son visage, un masque d'attention polie, qu'Evelyne reconnaissait maintenant comme l'armure qu'il portait contre un monde qui exigeait tout et n'offrait rien en retour. Elle sentit ses yeux chercher les siens à travers l'étendue de cristal et d'argent, sentit le poids de son regard comme un contact physique, et elle vit dans ce regard un malheur si désespéré, un tel désir de sauvetage d'un destin qu'il avait accepté mais jamais choisi, qu'elle dut concentrer toute son attention sur son assiette de peur que les larmes qui montaient dans sa gorge ne la trahissent. Et quand Lady Caroline remarqua la distraction du duc et suivit son regard jusqu'à l'endroit où Evelyne était assise, il y eut un éclair de calcul dans ses yeux pâles, la conscience d'un prédateur face à une menace potentielle, et Evelyne sut avec une certitude terrible qu'elle avait été marquée et mesurée et jugée insuffisante de toutes les manières qui comptaient pour une telle femme. Cette nuit-là, elle prit sa décision avec la clarté du désespoir. Elle les protégerait tous les deux en se retirant complètement dans les limites appropriées de sa position, se souviendrait que certains gouffres ne pouvaient être comblés quel que soit le désir, le sauverait de la catastrophe de son propre cœur généreux en s'éloignant elle-même de la tentation. Et elle commença donc à prendre ses repas dans sa chambre. Prétextant des maux de tête et de la fatigue, évita la bibliothèque aux heures où elle savait qu'il la fréquentait, limita ses interactions avec Lady Béatrice aux appartements de la vieille dame où elle serait à l'abri des rencontres accidentelles. Et le duc remarqua immédiatement son absence. Elle le savait, car elle voyait les livres qui apparaissaient devant sa porte avec une fréquence croissante, voyait les questions dans les yeux entendus de Lady Béatrice, sentait la maison elle-même sembler retenir son souffle en attendant que quelque chose se brise. Mais elle tint bon dans sa résolution, même si elle se sentait dépérir comme une plante privée de lumière essentielle, se disant que c'était nécessaire, que c'était juste, que c'était le seul moyen d'empêcher la ruine qu'elle voyait approcher avec l'inévitabilité de l'hiver suivant l'automne. Le duc la trouva dans la serre vers minuit, attiré là par un instinct qu'il ne pouvait nommer, et elle se tenait parmi les fougères et les orchidées, comme un fantôme dans sa chemise de nuit pâle, modestement couverte d'un peignoir, ses cheveux sombres détachés sur ses épaules d'une manière qu'il n'avait jamais vue, et la vue d'elle, ainsi sans défense, le frappa avec une telle force qu'il oublia un instant pourquoi il avait fouillé la maison, pièce par pièce, dans un désespoir croissant, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'elle était absente de sa vie depuis 9 jours, et qu'il ne pouvait supporter une heure de plus de cet exil auto-imposé qu'elle avait érigé entre eux. Elle sursauta en entendant ses pas. Se tournant avec des yeux grands et lumineux dans la lumière de la lampe qu'elle avait apportée, et il vit qu'elle avait pleuré, son visage marqué par des larmes qu'elle avait cru privées, et quand elle fit un mouvement pour fuir en le dépassant, il se mit sur son chemin avec une urgence qui frisait l'inconvenance, sa voix rauque alors qu'il exigeait de savoir pourquoi elle l'évitait, ce qu'il avait fait pour mériter ce retrait soudain, et elle se redressa avec toute la dignité qu'elle put rassembler et parla de bienséance, de sa position, de l'inconvenance de leur amitié grandissante, étant donné son mariage imminent, chaque mot soigneusement choisi et totalement peu convaincant même à ses propres oreilles. Sa frustration éclata alors d'une manière dont elle n'avait jamais été témoin. Son contrôle prudent se brisant comme du cristal contre la pierre, alors qu'il lui disait qu'il ne se souciait guère de la bienséance, quand cela signifiait perdre la seule connexion authentique qu'il avait connue depuis des années, que son absence avait transformé la maison en un mausolée, et lui-même en un cadavre accomplissant les gestes de la vie, et puis les mots qui changèrent tout jaillir de lui, involontaires et irrévocables. Je ne peux plus supporter ces faux semblants, cette mascarade d'indifférence, alors que vous êtes devenu l'air même que je respire. Et Evelyne sentit le sol se dérober sous ses pieds,
alors qu'elle comprenait avec une clarté terrifiante qu'il partageait ses sentiments, qu'elle n'était pas seule dans ce désir impossible. Et cette connaissance fut simultanément la révélation la plus merveilleuse et la plus dévastatrice de sa vie. Elle recula comme si ces mots avaient un poids physique, sa main se levant à sa gorge dans un geste de défense inconsciente, et elle lui dit d'une voix tremblante que peu importait ce qu'il ressentait, que les sentiments ne changeaient rien à la réalité de leur situation, qu'il était promis à une autre et qu'elle n'était personne, rien, une dame de compagnie sans fortune, ni famille, ni aucune prétention à être considérée, et que poursuivre cette voie les détruirait tous les deux, ferait d'elle la femme écarlate du scandale, et de lui le noble infidèle qui rompait sa parole pour une luxure déguisée en amour. Le duc s'avança alors vers elle avec la lente délibération d'un homme approchant quelque chose de précieux et de fragile. Et il parla de l'honneur tordu en chaîne, du devoir qui exigeait le sacrifice de chaque impulsion authentique, de la différence entre tenir sa parole pour un contrat et honorer la vérité plus profonde de son cœur, mais même pendant qu'il parlait, elle pouvait voir la guerre faire rage en lui, l'éducation du gentleman luttant contre le besoin désespéré de l'homme, et elle sut que quoi qu'ils choisissent à ce moment-là, cela définirait le cours de leurs deux vies. Elle lui dit qu'il devait partir, la laisser là parmi les plantes et les ombres, retourner à ses appartements, à sa fiancée et à sa vie convenable, et qu'elle trouverait un autre poste loin de Londres, où elle pourrait se remettre de cette folie qui les avait saisis tous les deux. Mais il resta immobile, comme si ces mots étaient une pluie qui ne pouvait l'atteindre. Et quand il parla enfin, sa voix portait une telle angoisse qu'elle la sentit comme une lame entre ses côtes. Il demanda si elle croyait vraiment que la distance effacerait ce qu'ils avaient trouvé, si elle se pensait capable d'oublier ces semaines de compréhension parfaite, si elle pouvait honnêtement imaginer un avenir dans lequel ils ne souffriraient pas de ce qui aurait pu être. Et elle ne put répondre, car ils connaissaient tous deux la vérité, même si aucun n'osait la dire à voix haute. Ils restèrent ainsi suspendus dans l'air humide de la serre, entourés de choses vertes et vivantes qui ne savaient rien des complications humaines, et finalement le duc se retourna et s'éloigna sans un autre mot, ses épaules rigides sous l'effort de partir, et Évelyne resta parmi les orchidées jusqu'à ce que l'aube commence à griser les fenêtres. Ses larmes tombant silencieusement sur des feuilles qui retiendraient le sel de son chagrin, jusqu'à ce que le jardinier vienne les arroser, tous deux ébranlés jusqu'à leur fondation par des vérités reconnues mais non résolues, par des possibilités entrevues mais non saisies, par la terrible reconnaissance que certains gouffres ne peuvent être comblés par le seul désir, peu importe la ferveur de l'aspiration qui les enjambe. Lady Béatrice tomba malade 3 jours après la confrontation dans la serre, et la maisonnée se réveilla pour la trouver fiévreuse et luttant pour respirer, son corps âgé soudainement fragile comme du parchemin, et le médecin convoqué de Londres parla d'un ton grave d'inflammation des poumons et des dangers particuliers que de telles affections posaient aux personnes âgées. Et Évelyne s'installa dans la chambre du malade sans question ni hésitation, toute pensée de bienséance et d'autopréservation abandonnée face à une crise réelle, car quels que soient les sentiments compliqués qui existaient entre elle et le duc, son affection pour Lady Béatrice était pure et simple, la vieille dame lui ayant montré de la gentillesse quand le monde n'offrait que de la dépréciation. Les jours se fondirent dans les nuits, et les nuits dans les jours, tandis qu'Évelyne veillait au chevet, épongeant le front fiévreux de Lady Béatrice, faisant passer des cuillerées de bouillon entre des lèvres gercées, lisant à voix haute d'une voix stable, même lorsque la vieille dame semblait trop perdue dans le délire pour entendre, et le duc veillait également, apparaissant à des heures impaires pour relever la garde d'Évelyne, bien qu'elle quittât rarement la chambre, et dans ces heures feutrées entre minuit et l'aube, lorsque le monde semblait réduit au cercle de la lumière de la lampe autour du lit du malade et au son laborieux de la respiration de Lady Béatrice, ils se parlèrent avec l'honnêteté que l'épuisement et la peur rendaient possible, leurs gardes habituels baissés par l'inquiétude partagée
pour cette femme qu'ils aimaient tous les deux. C'est au cours d'une de ces nuits, alors que lady Béatrice dormait d'un sommeil agité et que le feu se consumait doucement dans l'âtre, que le duc confessa la vérité sur ses fiançailles, comment son père, sur son lit de mort, lui avait arraché la promesse que son fils épouserait Lady Caroline Pemberton. Comment l'arrangement avait été négocié alors qu'il avait à peine 20 ans et elle 17, comment il avait passé les années suivantes à essayer de se convaincre que le devoir pouvait suffire, que l'affection pourrait naître là où la passion était absente. Mais il avait appris au contraire que certaines unions n'étaient que d'élégants tombeaux dans lesquels deux personnes s'enterraient vivantes. Et Évelyne écouta avec des larmes coulant silencieusement sur ses joues, alors qu'elle comprenait tout le poids des chaînes qu'il portait. Elle parla alors de ses propres peurs, de la façon dont la chute de sa famille lui avait appris que le scandale était une mort vivante dont il n'y avait pas de résurrection, de la façon dont elle avait vu sa mère dépérir sous la condamnation de la société après la ruine financière et le suicide subséquent de son père, de la façon dont elle avait juré de ne jamais être la cause d'une telle souffrance pour un autre. Et le duc tendit la main à travers l'espace entre leurs chaises pour prendre la sienne. Et aucun ne se retira cette fois, car la maladie de lady Béatrice avait dépouillé le luxe des faux semblants pour ne laisser que la vérité essentielle de leur connexion. Lady Béatrice elle-même, dans ses moments de lucidité, les observait avec des yeux qui ne manquaient rien malgré le brouillard de la fièvre, et une fois, alors qu'Éveline ajustait ses oreillers, la vieille dame lui attrapa le poignet avec une force surprenante et murmura d'une voix semblable à des feuilles sèches. « Certaines cages sont de notre propre fabrication, mon enfant. Nous en forgeons les barreaux avec la peur, et nous appelons cela de la sagesse. Mais la sagesse connaît la différence entre la prudence et la lâcheté. » Et Évelyne comprit que lady Béatrice avait tout perçu, avait peut-être orchestré certains moments avec la manœuvre délibérée de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître l'amour quand il s'épanouissait et pour connaître sa rareté, et quand Évelyne essaya de protester contre l'impossibilité de leur situation, lady Béatrice la fit taire avec un regard d'une conviction si féroce que l'argument mourut sur ses lèvres. Et la vieille dame dit « Je n'ai pas survécu 73 ans sur cette terre pour voir mon neveu se détruire au nom de la bienséance, pendant que vous fuyez le seul bonheur que l'un ou l'autre de vous puisse jamais connaître. » Puis elle replongea dans un sommeil fiévreux, laissant Évelyne secouée par la reconnaissance que même lady Béatrice, dont elle appréciait l'opinion par-dessus presque toutes les autres, croyait que certaines règles étaient faites pour être enfreintes lorsque l'alternative était une vie de regret. Lady Béatrice se rétablit lentement au cours des semaines suivantes, sa résilience témoignant d'une volonté qui refusait de se rendre même lorsque son corps semblait déterminé à faillir, et tandis que la couleur revenait à ses joues et la force à ses membres, la maisonnée respira plus facilement. Bien que la crise ait laissé sa marque sur tous ceux qui avaient vécu ces jours terrifiants d'incertitude, et personne ne ressentit les séquelles plus vivement que le duc et Évelyne, qui avaient dit des vérités dans l'obscurité qui ne pouvaient être tues à la lumière, et qui se déplaçaient maintenant dans les couloirs d'Ashford House avec une nouvelle conscience qui rendait chaque rencontre accidentelle lourde de signification, et chaque regard évité une reconnaissance de tout ce qui restait non résolu entre eux. Le bal de fiançailles se profilait à 3 semaines de distance, son approche marquée par une fleurie croissante de préparatifs qui transformait la maison en une scène pour la représentation d'une union que ni l'une ni l'autre des parties ne désirait, et le duc devenait de plus en plus renfermé à mesure que la date approchait. Son visage se figeant dans des lignes de résignation sombre qu'Éveline reconnaissait comme l'expression d'un homme se préparant à une vie de misère honorable, et elle comprit avec une clarté douloureuse qu'il irait jusqu'au bout du mariage, parce que le devoir était la langue qu'on lui avait enseignée depuis sa naissance, et que rompre sa parole lui semblait une trahison de tout ce que sa position exigeait, même si la tenir signifiait trahir son cœur.
Elle prit sa décision dans la lumière grise de l'aube, après une autre nuit sans sommeil, assise au petit bureau de sa chambre, avec du papier devant elle et une plume à la main. Et elle composa de prudentes lettres de demande à des agences qui plaçaient des gouvernantes et des dames de compagnie dans des maisonnées loin de Londres, choisissant des postes en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, où la distance pourrait offrir la miséricorde de l'oubli, et elle se dit que partir après le bal était un acte de bonté envers eux deux, que supprimer la source de la tentation permettrait au duc de s'installer dans son mariage sans le rappel constant de ce qu'il avait sacrifié, bien que dans ses moments les plus honnêtes, elle sut qu'elle fuyait aussi sa propre faiblesse, parce qu'elle ne se faisait pas confiance pour rester près de lui, alors qu'il appartenait à une autre. Lady Caroline arriva pour un séjour prolongé, afin de superviser les derniers préparatifs, sa présence remplissant la maison d'une énergie impérieuse qui semblait aspirer la chaleur de chaque pièce où elle entrait, et elle avait commencé à remarquer la distraction du duc avec une irritation qui se manifestait par des exigences de plus en plus vives pour son attention et des remarques de plus en plus pointues sur la gestion de la maisonnée et le bon ordre des domestiques, et sa suspicion, bien que non encore fixée sur un objet particulier, se transformait en quelque chose de dangereux. La confrontation eut lieu pendant le thé de l'après-midi, dans le salon, où Lady Béatrice, encore faible mais insistant pour reprendre ses activités normales, présidait la réunion avec Evelyne en présence discrète, et Lady Caroline pérorant sur la liste des invités pour le bal, avec la certitude de quelqu'un qui s'attendait à ce que ses déclarations soient reçues comme loi. Et quand Evelyne se leva pour aller chercher le châle de Lady Béatrice sur la chaise voisine, Lady Caroline dit d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « Vraiment, on pourrait penser qu'une dame de compagnie anticiperait les besoins de son employeur plutôt que de nécessiter des directives comme une simple femme de chambre, bien que je suppose que nous ne pouvons pas attendre une formation adéquate de la part de quelqu'un d'une situation si diminuée. » Et la cruauté désinvolte de ces mots, l'humiliation délibérée livrée avec un sourire, resta en suspens dans l'air comme un poison, tandis que la tasse de thé du duc cliquetait contre sa soucoupe avec la force de sa rage à peine contenue, et que les yeux de Lady Béatrice brillaient d'indignation, bien qu'Evelyne elle-même maintint un calme parfait en récupérant le châle et en l'arrangeant autour des épaules de Lady Béatrice avec des mains douces. Son visage serein, bien que le duc pût voir le léger tremblement de ses doigts et le contrôle trop soigné de son expression, et il sut à cet instant, en la regardant absorber la cruauté avec dignité, tandis que sa fiancée était assise en souriant de son propre esprit, qu'il ne pouvait pas faire cela, ne pouvait pas les condamner tous deux à cette demi-vie de proximité et de faux-semblants, et quelque chose de fondamental changea en lui alors qu'il posait sa tasse avec une précision délibérée et s'excusait de la pièce avant de dire quelque chose qui ne pourrait être retiré, laissant les femmes dans un silence crépitant de tension inexprimée, tandis qu'Evelyne se tenait derrière le fauteuil de Lady Béatrice et sentait l'avenir qu'elle avait essayé d'accepter s'effondrer dans l'impossibilité. La première neige de l'hiver tomba le matin où le duc trouva la lettre de démission d'Evelyne sur son bureau, l'écriture délicate l'informant avec une formalité douloureuse qu'elle avait accepté un poste de gouvernante pour une famille à Édimbourg et qu'elle partirait immédiatement après le bal de fiançailles, lui donnant un préavis de 2 semaines comme l'exigeait la bienséance, bien qu'ils sussent tous deux que la bienséance avait depuis longtemps cessé de régir la véritable nature de leur relation, et il se tenait dans son bureau, tenant le papier dans des mains qui tremblaient de quelque chose au-delà de la rage ou du chagrin, une combinaison de dévastation et de clarté qui ressemblait à un réveil d'un long sommeil dans une lumière brillante et douloureuse. Et il comprit en ce moment cristallin qu'il avait traversé sa vie comme s'il s'agissait d'une performance soigneusement chorégraphiée dans laquelle il jouait le rôle qui lui était assigné par la naissance et les attentes, tandis que son véritable moi restait enfermé dans quelque profonde pièce intérieure, et la pensée du départ d'Evelyne, de passer le reste de son existence
dans l'élégante prison de son mariage avec Lady Caroline, tandis que la seule femme qui l'avait jamais vraiment vue disparaissait dans la nature sauvage écossaise, transforma sa paralysie en quelque chose qui approchait la rage contre les forces qui exigeaient de tels sacrifices sur l'autel du devoir et du décorum. Il trouva Lady Béatrice dans son salon ce soir-là, après que la maisonnée se fut retirée. La vieille dame encore éveillée malgré l'heure tardive, comme si elle l'avait attendu, et quand il entra, elle leva les yeux de son livre avec des yeux qui contenaient une telle compassion entendue qu'il sentit son calme soigneusement maintenu, menacé de se fissurer entièrement, et il s'effondra dans le fauteuil en face d'elle et dit sans préambule « Elle s'en va ». Et Lady Béatrice hocha lentement la tête et répondit « Je sais, neveu. Pensais-tu que je ne remarquerais pas ces discrètes demandes de renseignements, son évitement prudent de toute discussion sur l'avenir ?» Et il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement une douceur qui invitait à la confession, et il lui raconta donc tout, la pleine vérité de ce qu'il ressentait pour Évelyne et de ce qu'il savait qu'elle ressentait pour lui. L'impossibilité de leur situation et l'égale impossibilité de continuer comme ils étaient, et Lady Béatrice écouta sans interruption jusqu'à ce que ces mots se tarissent, et que le silence s'installe entre eux comme de la neige s'accumulant sur les rebords des fenêtres. Quand elle parla enfin, sa voix portait le poids de ses 73 ans, et la sagesse accumulée au cours d'une vie à observer la nature humaine dans toute sa complexité, et elle dit « Ton père t'aimait, William, et il voulait ton bonheur, même si ses méthodes étaient mal avisées. Ces fiançailles qu'il a arrangées étaient destinées à assurer ton avenir, à garantir que tu ne connaîtrais jamais l'incertitude financière qui a tourmenté sa propre jeunesse, mais il n'aurait pu prévoir qu'en te protégeant d'une sorte de souffrance, il te condamnerait à une autre. » Et le duc sentit des larmes lui piquer les yeux à cette interprétation de la demande de son père sur son lit de mort, cette possibilité que le devoir et l'amour n'aient peut-être pas été les forces opposées qu'il avait toujours cru. Et Lady Béatrice continua. « L'honneur sans le bonheur n'est que de l'orgueil, neveu, une vertu froide qui ne réchauffe aucun foyer et ne réconforte aucun cœur. Et ton père voudrait que tu vives, pas que tu existes simplement dans le mausolée de la respectabilité. » Et elle tendit la main à travers l'espace entre eux pour prendre la sienne, sa prise étonnamment forte malgré sa récente maladie. Et elle dit avec une conviction féroce « Romps les fiançailles. Oui, il y aura du scandale et de la condamnation. La société aiguisera ses couteaux et se régalera de ton échec perçu. Mais les scandales s'estompent, et la mémoire de la société est heureusement courte, tandis qu'une vie de regret dure jusqu'à ton dernier souffle, et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder te détruire, toi et cette jeune femme remarquable, pour le bien d'un arrangement qui ne sert les vrais intérêts de personne. » Le duc sentit quelque chose de fondamental changer en lui, les barreaux de sa cage auto-imposée s'effondrant alors que la bénédiction de Lady Béatrice le libérait du vœu qu'il avait cru incassable, et il sut avec une certitude soudaine ce qu'il devait faire. Il parlerait à Lady Caroline, dissoudrait les fiançailles quelles qu'en soient les conséquences, puis il irait voir Évelyne, et lui offrirait non pas la demi-vie cachée d'une affection secrète, mais l'avenir plein et honnête qu'ils méritaient tous les deux. Et au diable le jugement de la société, car certaines choses valaient n'importe quel prix. Le duc demanda une audience privée avec Lady Caroline l'après-midi suivant, envoyant une note formelle qui transmettait la gravité de son intention sans en préciser la nature exacte, et elle arriva à son bureau avec une expression d'irritation vague, comme si sa convocation avait interrompu des occupations plus agréables, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui se croyait entièrement en sécurité dans sa position et totalement inconsciente que le sol sous ses pieds était sur le point de changer fondamentalement. Il avait répété diverses introductions pendant les heures d'insomnie de la nuit précédente,
élaborant des discours qui tentaient d'adoucir le coup ou de justifier sa décision par des explications complexes sur le devoir contre le bonheur, mais quand il la regarda de l'autre côté de l'étendue d'acajou poli, toutes ces phrases prudentes lui parurent soudainement creuses et malhonnêtes, et il parla donc avec une franchise qui les surprit tous les deux, disant simplement « Lady Caroline, je ne peux pas vous épouser, je ne vous aime pas, et je crois que vous ne m'aimez pas, et poursuivre cette union serait une cruauté envers nous deux que je ne peux plus justifier, quelles que soient les conséquences qui pourraient découler de sa dissolution. » Il s'était attendu à de la rage ou des larmes, s'était préparé à des accusations et des récriminations, à ce que toute la force de l'orgueil blessé et de l'humiliation sociale s'abatte sur lui comme une vague, mais au lieu de cela, Lady Caroline resta très immobile un long moment, son visage passant par des expressions qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. La surprise, certainement, mais aussi quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, et quand elle parla enfin, sa voix n'avait aucune de la fureur qu'il avait anticipée, mais plutôt un calme étrange qui suggérait qu'elle avait attendu cette conversation sans vraiment le savoir. Elle dit « Je me demandais quand vous trouveriez le courage. » Et à son expression surprise, elle continua « Pensiez-vous que j'étais aveugle à vos sentiments pour mademoiselle Hartley, ou à votre misère croissante à l'approche de notre mariage ? Je vous ai observé ces derniers mois passer de simplement distant à activement tourmenté, et bien que ma vanité puisse préférer croire que c'était une réticence à m'épouser spécifiquement, je ne suis pas assez sotte pour confondre une résignation liée au devoir avec quoi que ce soit qui ressemble à de l'affection. Et il n'y avait aucune amertume dans ces paroles, seulement une reconnaissance pragmatique de leur situation qui semblait presque libératrice après tant de semaines de faux-semblants. Le duc se retrouva à se pencher en avant, étudiant sa fiancée, bientôt son ex-fiancée, avec une curiosité sincère pour peut-être la première fois depuis que leurs fiançailles avaient été arrangées, voyant au-delà du beau masque de la bienséance sociale la femme en dessous, et il demanda « Vous n'êtes pas en colère ?» Et elle rit, un son sans humour mais aussi sans malice, et dit « En colère ? Non, William, je suis soulagé. J'ai entretenu une correspondance avec un officier de marine stationné à Portsmouth, un gentleman de moyens modestes et sans statut social particulier, mais possédant des qualités que je trouve bien plus attrayantes qu'un duché, et nos lettres ont progressé jusqu'à des déclarations qui font que ces fiançailles ressemblent moins à une sécurité qu'à une peine de prison. » Sa confession resta en suspens dans l'air entre eux, cette reconnaissance mutuelle qu'ils avaient tous deux été piégés par des attentes qu'aucun n'avait choisies, et le duc ressentit une parenté inattendue avec cette femme qu'il n'avait jamais vraiment connue, cette étrangère à qui il s'était préparé à se lier pour le bien des apparences et des obligations familiales. Et il comprit qu'ils étaient tous deux victimes du même système qui valorisait la position plutôt que la passion et la bienséance plutôt que le bonheur personnel. Ils restèrent assis ensemble dans un silence complice pendant plusieurs minutes, deux personnes qui s'étaient préparées à commettre une fraude légale et spirituelle en prononçant des vœux qu'ils ne pensaient pas, puis ils commencèrent à planifier la dissolution de leurs fiançailles avec la même attention méticuleuse aux détails qui avait caractérisé sa formation, s'accordant sur un récit qui protégerait leurs deux réputations en suggérant une reconnaissance mutuelle et amicale d'incompatibilité découverte avant que des vœux irréversibles ne soient prononcés. Et bien qu'ils sussent tous deux que la société spéculerait et bavarderait de toute façon, au moins cette version leur offrait une certaine mesure de dignité et de contrôle sur une situation qui pourrait facilement dégénérer en scandale. Quand Lady Caroline se leva enfin pour partir, elle s'arrêta à la porte et dit avec une chaleur inattendue « J'espère que vous trouverez le bonheur avec elle, William. Mademoiselle Hartley semble être une femme de réelle qualité, et vous méritez mieux que la demi-vie que nous aurions créée ensemble. » Et il la remercia avec une égale sincérité, la regardant partir les épaules droites et la tête haute,
transformant déjà leurs fiançailles rompues en une histoire de prise de décision mûre, plutôt qu'en une obligation manquée. Et il sentit les dernières chaînes du vœu de son père mourant tomber, alors qu'il réalisait que l'honneur pouvait prendre de nombreuses formes, et que parfois le choix le plus honorable était celui qui reconnaissait la limitation humaine et choisissait le sentiment authentique plutôt que la performance creuse. L'annonce parut dans le Times 3 jours plus tard, une déclaration soigneusement formulée déclarant que le duc d'Ashford et Lady Caroline Pemberton étaient parvenus à un accord mutuel selon lequel leurs tempéraments n'étaient pas faits pour le mariage et avaient donc dissous leurs fiançailles d'un commun accord avec la bénédiction des deux familles. Mais malgré la formulation diplomatique et la propre confirmation par Lady Caroline du récit arrangé, la société s'empara de la rupture des fiançailles avec le délice vorace de ceux qui avaient été privés de véritables scandales pendant une saison particulièrement terne, et en quelques heures, les salons de Londres s'embrasèrent de spéculations sur ce qui s'était réellement passé derrière la façade polie de la bienséance aristocratique. La famille de Lady Caroline, les Pemberton, se montra moins coopérative qu'elle ne l'avait espéré, son père en particulier considérant la dissolution comme une tache sur la réputation de sa fille, malgré son soulagement privé, et il commença à faire des remarques acerbes dans son club sur la conduite peu chevaleresque du duc et le moment suspect de son changement d'avis, des remarques qui se métastasèrent à travers les réseaux sociaux interconnectés de Londres comme un poison se propageant dans l'eau, jusqu'à ce que tout le monde chuchote sur une cause inconnue qui devait avoir précipité un revirement aussi spectaculaire. Le nom d'Evelyn fit surface le 4e jour, mentionné d'abord dans une lettre de Lady Pemberton à une amie qui la partagea promptement avec toutes ses connaissances. L'expression « cette dame de compagnie » livrée avec un tel venin qu'elle ne nécessitait aucune autre élaboration pour en transmettre le sens, et soudain le récit passa d'un accord mutuel à quelque chose de bien plus dommageable, l'inconnue sans fortune qui avait ensorcelé le duc, la gouvernante intrigante qui avait détruit une union parfaitement convenable, la femme qui avait oublié sa place et visé au-dessus de sa condition avec des ruses féminines calculées. Le personnel de la maison à Ashford House se retrouva soumis à des interrogatoires de la part de dames en visite qui prétendaient faire des visites de courtoisie mais cherchaient clairement confirmation des rumeurs, posant des questions pointues sur les devoirs de mademoiselle Hartley et les attentions du duc, avec un empressement à peine dissimulé pour des détails accablants. Et bien que les domestiques principaux restassent loyaux et discrets, leur attitude même défensive suggérait qu'il y avait en effet quelque chose à défendre, ce qui ne fit qu'attiser les flammes de la spéculation jusqu'à ce qu'Evelyn puisse sentir le poids du jugement de la société peser sur la maison comme des nuages d'orage qui s'accumulent. Elle entendit les chuchotements lors d'un voyage nécessaire chez la modiste pour récupérer les robes retouchées de Lady Béatrice, les vendeuses se taisant à son entrée, puis reprenant leur conversation d'une voix juste assez forte pour s'assurer qu'elle entende chaque mot cruel sur les dames de compagnie présomptueuses, les ducs ruinés et le prix de l'ambition au-delà de sa naissance. Et elle resta figée à l'entrée de la boutique, les joues en feu et les mains tremblantes, alors qu'elle comprenait avec une horreur cristalline qu'elle était devenue exactement ce qu'elle avait craint, le scandale qui définirait la vie du duc, l'erreur qui hanterait sa réputation, la preuve qu'il avait laissé la passion l'emporter sur le jugement et le devoir. Ce soir-là, elle prit sa décision avec la même résolution tranquille qui l'avait portée à travers la disgrâce de sa famille et son acceptation de sa condition diminuée, comprenant que la seule façon de protéger le duc de dommages supplémentaires était de se retirer entièrement de sa sphère, de disparaître si complètement que la société finirait par oublier son nom et ne se souviendrait que du fait que le duc avait brièvement perdu la tête avant de recouvrer ses esprits, et elle commença à faire ses bagages aux petites heures après minuit, quand la maisonnée dormait et que personne ne serait témoin de ses préparatifs, ni ne poserait de questions,
qu'elle ne pourrait supporter de répondre. Elle ne prit que ce qu'elle avait apporté avec elle 6 mois auparavant, lors de sa première arrivée à Ashford House, laissant derrière elle les petits cadeaux que le duc lui avait faits, les livres, le châle, les fleurs séchées de leur promenade dans le jardin, car ils appartenaient à un rêve qu'elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer, et tandis qu'elle pliait ses quelques robes et les plaçait dans sa valise de voyage usée, elle sentit des larmes couler sur ses joues pour la perte de ce qui aurait pu être si le monde était différent, si la naissance et la fortune n'avaient pas d'importance, si l'amour seul pouvait être une fondation suffisante pour une vie ensemble. Son plan était simple. Elle partirait à l'aube avant que la maisonnée ne s'éveille, prendrait la diligence publique pour la maison de sa cousine dans le Yorkshire, où elle pourrait disparaître dans l'obscurité en tant que dame de compagnie non rémunérée pour des parents âgés, et elle porterait le souvenir de ces mois comme un joyau précieux enfermé dans quelque endroit intérieur profond, où il pourrait la soutenir à travers les années sans couleur qui restaient. Elle avait laissé une lettre pour le duc sur son oreiller, expliquant son départ comme nécessaire pour sa protection et le suppliant de ne pas la suivre ni la chercher, car elle ne pourrait supporter d'être l'instrument de sa destruction, et une autre note plus brève pour Lady Béatrice, la remerciant pour sa gentillesse et sa compréhension. Et alors que la première lumière grise de l'aube hivernale commençait à filtrer par sa fenêtre, elle prit sa valise et se dirigea vers la porte, le cœur brisé, même si sa résolution restait ferme. Choisissant son avenir plutôt que son bonheur, parce que c'était ce que l'amour exigeait quand le monde ne laissait aucun autre choix honorable. Le duc se réveilla en sursaut au cœur de la nuit, tiré de rêves agités par un instinct qu'il ne pouvait nommer, et il resta allongé dans l'obscurité de sa chambre, le cœur battant à tout rompre, comme si son corps comprenait ce que son esprit conscient n'avait pas encore saisi, que quelque chose n'allait profondément pas, que la femme qu'il aimait lui échappait alors même qu'il essayait de s'accrocher à l'espoir qu'il avait soutenu pendant ces jours difficiles depuis la dissolution des fiançailles. Il se leva et enfila sa robe de chambre, se déplaçant dans les couloirs silencieux d'Ashford House avec un sentiment d'urgence croissant qui le propulsa d'abord à la bibliothèque où ils avaient passé tant d'heures précieuses, la trouvant vide et froide, puis à la serre où le clair de lune filtrait à travers les vitres sur des plantes abandonnées, et enfin, poussé par le désespoir, vers l'aile des domestiques où la modeste chambre d'Evelyne se trouvait, à l'écart des grands appartements de la famille et de leurs nobles invités. Sa porte était légèrement entr'ouverte, et avant même de la pousser complètement, il sut ce qu'il trouverait, le lit défait, l'armoire vide, l'absence de tous ces petits objets personnels qui avaient fait de la chambre la sienne, et là, sur l'oreiller, se trouvaient 2 lettres de son écriture soignée, l'une portant son nom et l'autre celui de Lady Béatrice, et il saisit la sienne avec des mains tremblantes, tandis que son esprit parcourait les possibilités de l'endroit où elle aurait pu aller, depuis combien de temps elle était partie, s'il pouvait encore la rattraper avant qu'elle ne disparaisse pour toujours dans la vaste anonymat des routes de diligence et des comtés lointains de l'Angleterre. Il lut ces mots, debout dans l'embrasure de sa chambre abandonnée, chaque phrase un couteau dans son cœur, alors qu'elle expliquait son départ comme nécessaire pour sa protection, le suppliait de ne pas la suivre, insistait sur le fait qu'elle ne pouvait supporter d'être l'instrument de sa destruction, et le noble sacrifice de soi qui animait chaque ligne ne fit que le rendre plus certain qu'il ne pouvait pas la laisser partir, qu'une vie achetée au prix de son absence ne serait pas une vie du tout, mais une simple existence, une lente mort du cœur qui le laisserait aussi creux et sévère qu'il l'avait été avant qu'elle n'apporte la lumière dans son obscurité, soigneusement ordonnée. Il laissa tomber la lettre et commença une recherche frénétique de la maison, vérifiant chaque pièce où elle aurait pu chercher un refuge temporaire, interrogeant les quelques domestiques déjà levés aux heures avant l'aube, qui rapportèrent n'avoir vu personne, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin l'entrée des domestiques
et la trouve là, dans la demi-lueur grise du matin approchant, sa valise de voyage usée à côté d'elle sur le sol, son manteau bien serré contre le froid de l'hiver, son visage pâle et résolu, alors qu'elle attendait la diligence publique qui l'emporterait loin de lui pour toujours. Elle sursauta en le voyant, ses yeux s'écarquillant de quelque chose qui ressemblait à de la douleur mêlée de désir, et elle dit « S'il vous plaît, non !» Avant qu'il ne puisse parler, sa voix se brisant sur les mots, mais il traversa la distance entre eux en trois enjambées et prit ses mains dans les siennes, ne se souciant pas qu'il se tenait à la vue de tout domestique qui pourrait passer, ne se souciant pas de la bienséance, du rang ou du scandale qui tourbillonnait déjà autour de leur nom comme une fumée empoisonnée. Il dit « Je vous aime, Evelyne. Je vous aime de chaque partie de moi qui était morte avant que vous n'arriviez ici. Et je ne peux pas vous laisser vous sacrifier sur l'autel de ma réputation quand cette réputation sans vous est sans valeur, quand une vie vécue dans les bonnes grâces de la société mais sans votre présence serait une trahison de tout ce que nous avons trouvé ensemble. » Et elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle secouait la tête et insistait. « Je vais vous ruiner, William. Je l'ai déjà fait. Le scandale vous suivra pour toujours, et chaque porte qui se fermera sera de ma faute. Chaque rebuffade et chaque chuchotement sera parce que vous m'avez choisi plutôt que le devoir. » Mais il la serra plus fort et dit avec une conviction féroce. « Laissez-les parler, laissez-les condamner, laissez-les fermer toutes les portes de Londres. Je vous choisis, Evelyne. Je choisis la vie plutôt que la mort du cœur. Je choisis la femme qui me voit vraiment plutôt que la société qui ne voit que le titre et les attentes, et nous affronterons tout ce qui viendra ensemble, ou pas du tout. » Elle sonda son visage dans la lumière grandissante, cherchant le doute ou l'hésitation, ne trouvant qu'une certitude absolue, et il regarda sa résistance s'effondrer, la peur céder la place à l'espoir, les murs prudents qu'elle avait construits pour les protéger, tous les deux, s'effondrer enfin sous le poids de l'amour reconnu. Et quand elle murmura finalement « oui », ce fut à la fois une reddition et une victoire, une fin et un commencement, et il la prit dans ses bras, là, à l'entrée des domestiques, alors que l'aube se levait sur Londres et que les premiers oiseaux commençaient leurs chants matinaux, la tenant comme s'il pouvait la protéger de toute la cruauté et du jugement qui viendrait sûrement, promettant d'une voix rauque d'émotion qu'il sortirait de cette épreuve la tête haute et le cœur intact, que leur amour se révélerait plus fort que la condamnation de la société, qu'ensemble ils construiraient une vie fondée sur la vérité plutôt que sur le faux semblant, sur le sentiment authentique plutôt que sur l'obligation creuse. Et elle s'accrocha à lui et se laissa croire, se laissa espérer, se laissa faire confiance que peut-être l'amour pourrait en effet être une fondation suffisante pour un avenir malgré toutes les insistances du monde contraire. Le duc rendit ses intentions terriblement claires, une semaine après le départ, avorté d'Evelyne. Lorsqu'il réserva une loge à l'Opéra Royal pour la représentation la plus attendue de la saison de la Traviata, et arriva avec Evelyne à son bras, vêtue d'une robe qu'il avait commandée chez la plus belle modiste de Londres, en riche soie saphir, qui la transforma de dame de compagnie en une femme digne d'être aux côtés d'un duc. Dès leur apparition dans la grande entrée du théâtre, les conversations s'arrêtèrent net, tous les yeux se tournant pour assister à cette confirmation effrontée des rumeurs qui avaient enflammé la société. Evelyne sentit le poids de ses regards comme des coups physiques, tandis qu'ils montaient le grand escalier vers leur loge, entendit les insultes chuchotées qui suivaient dans leur sillage. Éhontée, chasseuse de fortune, au-dessus de sa condition, prononcée d'une voix calculée pour atteindre ses oreilles, tout en maintenant un vernis de discrétion, et elle lutta contre l'instinct de fuir vers la sécurité d'Ashford House, où elle pourrait se cacher de ce jugement public. Mais la main du duc resta ferme au creux de son dos, sa présence à ses côtés un rempart contre la cruauté, et elle puisa sa force dans son calme inébranlable,
alors même que son propre courage menaçait de s'effondrer. Ils prirent place bien en vue de l'assemblée, juste au moment où le rideau se levait, et tout au long du premier acte, Evelyn fut intensément consciente des jumelles d'opéra braquées sur leur loge, plutôt que sur la scène. La société étant plus intéressée à observer le duc scandaleux et sa compagne inappropriée qu'à l'histoire tragique de Verdi d'un amour condamné d'une courtisane. Pendant l'entr'acte, la véritable attaque commença lorsque plusieurs dames firent exprès de les ignorer ostensiblement, se détournant avec un dédain théâtral lorsque le duc tenta des salutations polies, leurs maris suivant leur exemple avec des expressions de mépris qui ne laissaient aucun doute sur leur opinion d'un père qui amènerait sa maîtresse dans une compagnie respectable. La fureur du duc face à ces insultes calculées ne se manifesta pas par des mots, mais par une tendresse délibérée, sa main trouvant celle d'Evelyn et la tenant ouvertement au mépris de la bienséance. Son attention entièrement concentrée sur elle, comme si le reste des habitants du théâtre avait cessé d'exister, et cette démonstration publique d'affection sincère se révéla plus efficace que n'importe quelle réponse colérique n'aurait pu l'être, forçant certains observateurs à affronter la réalité inconfortable que ce dont ils étaient témoins n'était pas une aventure passagère, mais une dévotion profonde. Lady Béatrice arriva pendant le deuxième entr'acte, ayant réservé sa propre loge précisément dans ce but, et elle fit une grande mise en scène en leur rendant visite, embrassant chaleureusement Evelyn et conversant avec son neveu d'un ton assez fort pour être entendu des loges voisines, sa présence âgée, mais toujours redoutable, légitimant leurs relations et rappelant à la société que la propre famille du duc soutenait cette union, malgré sa nature non conventionnelle. Puis vint le moment qui changea la teneur de la soirée, lorsque Lady Caroline Pemberton elle-même apparut dans le couloir devant leur loge, resplendissante en soie émeraude et accompagnée de son officier de marine, maintenant ouvertement reconnu comme son fiancé, et elle s'approcha d'eux la tête haute et s'adressa au duc avec une parfaite civilité avant de se tourner vers Evelyn et de dire d'une voix assez forte pour atteindre toutes les oreilles tendues. « Mademoiselle Hartley, j'espère que vous pardonnerez la mesquinerie de la société, car j'ai appris que ceux qui critiquent les choix amoureux des autres sont invariablement ceux qui n'ont jamais connu eux-mêmes de sentiments authentiques. Et je vous souhaite à tous deux tout le bonheur que William et moi avons eu la sagesse de chercher ailleurs avant de nous condamner à une misère mutuelle. » La déclaration de la femme qui aurait dû être l'épouse du duc, livrée avec une critique si pointue de leurs détracteurs, créa une vague de malaise parmi ceux qui avaient été les plus virulents dans leur condamnation, car comment pouvaient-ils maintenir leur indignation morale alors que la partie prétendument lésée elle-même défendait le couple et reconnaissait ouvertement son propre soulagement de la dissolution des fiançailles. Le reste de la soirée se passa dans une atmosphère de réévaluation prudente, certains membres de la société commençant à reconsidérer leur jugement hâtif, tandis que d'autres restèrent retranchés dans leur désapprobation. Mais Evelyn sentit quelque chose changer en elle alors qu'elle était assise à côté du duc, regardant la conclusion tragique de l'opéra, comprenant qu'elle avait survécu à l'épreuve de la pire cruauté de la société et en était sortie encore debout, encore aimée, encore digne du bonheur qu'elle avait cru un jour à jamais hors de sa portée. Et lorsque le rideau final tomba et que le duc porta sa main à ses lèvres à la vue de toute l'assemblée, elle rencontra les regards curieux avec une dignité tranquille, non plus la compagne effrayée, mais une femme qui avait choisi l'amour malgré le coup et ne s'excuserait de ce choix auprès de personne. La veille de Noël arriva, enveloppée dans la beauté cristalline de l'hiver, transformant Londres en un conte de fées, avec la neige recouvrant les rues et les toits d'un blanc immaculé. Et le scandale qui avait brûlé si ardemment pendant les mois d'automne s'était installé dans un équilibre précaire. Certains cercles de la société offrant une acceptation réticente, tandis que d'autres maintenaient leur condamnation rigide, mais le duc et Evelyn
avait appris à naviguer dans ces eaux sociales traîtresses avec une confiance croissante, trouvant leur force dans leur front uni contre le jugement, et découvrant que l'amour pouvait en effet survivre même à l'examen le plus sévère. Ce soir-là, le duc demanda à Évelyne de l'accompagner dans le jardin, le même jardin où ils avaient marché ensemble lors de cette journée d'octobre inhabituellement chaude, qui semblait remonter à une éternité, bien qu'à peine plus d'une année se soit écoulée, et elle s'enveloppa dans un épais manteau contre le froid, tandis qu'il la conduisait sur des sentiers maintenant transformés par la neige en quelque chose de magique et d'irréel, les branches nues au-dessus se découpant sur un ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître. Ils marchèrent d'abord dans un silence complice, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial, jusqu'à ce qu'ils atteignent le banc de pierre où ils s'étaient autrefois assis ensemble, avant de se retirer de l'intimité dangereuse d'un quasi-contact. Et le duc se tourna pour lui faire face, avec une expression à la fois nerveuse et déterminée, ses traits aristocratiques adoucis par l'émotion dans le clair de lune qui se reflétait sur le paysage enneigé. Il prit ses deux mains dans les siennes et commença à parler. Ces mots jaillissant non pas comme la proposition formelle d'un duc à sa future épouse, mais comme un plaidoyer d'une âme blessée à une autre, une promesse tissée de toutes les vérités qu'ils avaient découvertes ensemble pendant ces mois d'épreuve et de transformation, et il lui peignit une vision de leur avenir, non pas les grands triomphes sociaux que sa position devrait garantir, mais quelque chose de bien plus précieux, une vie construite sur des sentiments authentiques et un respect mutuel, sur une camaraderie intellectuelle et une tendre affection, sur le courage de se choisir l'un l'autre, malgré toutes les raisons que la société offrait de choisir autrement. Il parla des enfants qu'ils pourraient avoir, de la maison qu'ils construiraient ensemble, du bonheur tranquille possible lorsque deux personnes s'engageaient pleinement dans l'amour plutôt que dans l'obligation, et Évelyne écouta, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'il promettait de l'honorer, non seulement comme sa duchesse, mais comme son égale, sa partenaire, sa plus chère amie, de la protéger de la cruauté quand c'était possible, et de se tenir à ses côtés quand ça ne l'était pas, de construire avec elle un mariage fondé sur tout ce qui avait manqué à ses premières fiançailles, l'honnêteté, la passion, un souci sincère du bonheur et du bien-être de l'autre. Puis il sortit de sa poche une bague, non pas le diamant ostentatoire que la société attendrait, mais un simple anneau d'or sorti d'un unique saphir, ancien et légèrement usé, et il expliqua qu'il avait appartenu à sa grand-mère. Le seul mariage dans l'histoire récente de sa famille qui avait été fondé sur l'amour plutôt que sur une alliance stratégique, et il demanda à Évelyne non pas si elle voulait l'épouser, mais si elle voulait construire cette vie avec lui, affronter ensemble toutes les épreuves à venir, oser croire que leur amour pouvait créer quelque chose de beau malgré ses origines non conventionnelles. Sa réponse ne vint pas en mots d'abord, mais dans la façon dont elle se blottit dans ses bras, sa voix tremblante réussissant finalement à dire oui, elle l'épouserait, elle se tiendrait à ses côtés, elle ferait confiance à l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble, et elle fit ses propres vœux là, dans le jardin enneigé, honorer le courage qu'il avait montré en la choisissant, soutenir son bonheur comme il avait soutenu le sien, ne jamais le laisser regretter les sacrifices qu'il avait faits pour leur amour. Il lui passa la bague au doigt, avec des mains qui tremblaient légèrement, puis il l'embrassa pour la première fois, doucement et avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et elle lui rendit son baiser, avec tout l'amour qu'elle avait été forcée de réprimer si longtemps, et au-dessus d'eux, à la fenêtre de ses appartements, Lady Béatrice se tenait, regardant, des larmes de joie coulant sur ses joues burinées, reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour voir son neveu trouver le bonheur qui avait échappé à tant de membres de leur famille, sachant qu'elle avait joué son petit rôle en réunissant ces deux âmes blessées et en leur donnant le courage de choisir l'amour plutôt que le devoir.
le sentiment authentique plutôt que l'obligation vide, et l'avenir plutôt que le poids étouffant du passé. Les mois entre les fiançailles de la veille de Noël et leur mariage prévu en mai se déroulèrent comme le réveil progressif du printemps lui-même, chaque semaine apportant une nouvelle croissance et une nouvelle transformation, alors que la rudesse de l'hiver cédait lentement la place à des saisons plus douces. Et Évelyne se retrouva à vivre une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer pendant ses premiers jours en tant que dame de compagnie de Lady Béatrice, quand elle avait cru le bonheur à jamais hors de sa portée. Le duc insista sur une cérémonie modeste, comprenant qu'un grand spectacle social n'inviterait que l'examen et la critique qu'ils avaient travaillé si dur à surmonter. Et ils planifièrent donc une réunion intime dans la petite chapelle du domaine d'Ashford, limitant leur liste d'invités à ceux qui étaient restés loyaux à travers le scandale. Lady Béatrice, bien sûr, Lady Caroline et son officier de marine William, une poignée d'amis d'enfance du duc qui appréciaient le caractère plutôt que la convention, et plusieurs membres de la propre famille d'Evelyne qui avaient maintenu le contact malgré sa situation réduite et se réjouissaient maintenant de son extraordinaire élévation. Les préparatifs eux-mêmes devinrent une série de moments précieux qui révélèrent à quel point leur relation avait profondément changé depuis ces premiers jours de formalités prudentes et de désirs réprimés, car maintenant ils prenaient des décisions concernant les fleurs. La musique et l'hébergement des invités avec une collaboration facile, le duc sollicitant les opinions d'Evelyne non par obligation, mais par un désir sincère de créer un jour qui reflèterait leur goût et leurs valeurs à tous les deux. Ils se rendirent ensemble à Bond Street, où le duc insista pour commander son trousseau chez les plus belles modistes, malgré les protestations d'Evelyne concernant l'extravagance, et il assista patiemment à d'innombrables essayages, offrant des avis sur les tissus et les couleurs, avec une attention aux détails qui la toucha profondément, comprenant que chaque robe représentait non seulement des vêtements, mais aussi son désir de la voir parée comme il convenait à son nouveau statut, défacé par la soie et le satin, les années passées, à se contenter de robes usées et de vêtements de seconde main retouchés. En avril, il l'emmena rencontrer les tenanciers de son domaine de campagne, la présentant non pas comme sa fiancée, mais comme sa partenaire dans les responsabilités de l'intendance, et Évelyne découvrit une aptitude inattendue pour les préoccupations pratiques de la gestion du domaine, son éducation et son intelligence naturelle trouvant une nouvelle application dans les discussions sur la rotation des cultures et le bien-être des tenanciers, et le duc la regarda s'engager avec les préoccupations de ses tenanciers, avec une fierté évidente dans chaque regard, reconnaissant d'avoir trouvé une épouse qui serait une véritable compagne dans tous les aspects de sa vie, plutôt qu'une simple addition décorative à sa maisonnée. Pourtant, même alors qu'ils construisaient cet avenir ensemble, des rappels de la désapprobation persistante de la société s'immisçaient dans leur bonheur comme des mauvaises herbes tenaces dans un jardin par ailleurs florissant, car les invitations à certaines maisons n'arrivaient jamais, et plusieurs familles, dont le duc avait apprécié l'amitié, firent clairement savoir, par un silence pointu, qu'elles ne reconnaîtraient pas son mariage avec une femme qu'elles considéraient comme inférieure à son rang. Ces rejets piquaient Évelyne plus qu'elle ne voulait l'admettre, chaque invitation refusée ou rebuffade directe rappelant que certaines portes resteraient à jamais fermées, peu importe la dévotion du duc ou sa propre valeur, mais il répondit à chaque instance de cruauté avec un soutien indéfectible, sa main trouvant la sienne chaque fois que le jugement de la société menaçait de submerger son courage. Ses assurances chuchotées lui apprenant lentement à faire confiance que leur amour pouvait en effet résister à tous les obstacles restants, et dans ces moments où le doute s'insinuait dans son cœur, il lui rappelait le chemin qu'ils avaient déjà parcouru ensemble, de cet après-midi pluvieux où elle était arrivée pour la première fois à Ashford House, à cette saison printanière remplie de promesses et de possibilités,
et sa certitude absolue en leur avenir devint la fondation sur laquelle elle construisit sa propre confiance grandissante qu'elle pourrait en effet devenir la duchesse d'Ashford, non seulement en titre, mais en vérité, digne de la position non par la naissance ou la fortune, mais par la force de caractère qui l'avait portée à travers la pauvreté et la perte, et la préparait maintenant à se tenir aux côtés de l'homme qu'elle aimait, alors qu'il faisait face à toutes les épreuves que le mariage et la société pourraient encore leur apporter. Le matin de leur mariage se leva avec une perfection telle qu'il semblait que la nature elle-même avait conspiré pour bénir leur union, le ciel de mai s'étendant sans nuages et brillant au-dessus du domaine d'Ashford, tandis que le chant des oiseaux emplissait l'air d'une musique plus belle que celle que n'importe quel chœur de cathédrale pourrait produire. Et Evelyne se réveilla dans ses appartements avec un cœur si plein de joie et d'anticipation qu'elle pouvait à peine croire que ce jour était enfin arrivé, après tous les mois de scandale et de doute. Tous les obstacles qui avaient menacé de les séparer pour toujours. Lady Béatrice vint l'aider à s'habiller, ses mains âgées étonnamment stables, alors qu'elle attachait les minuscules boutons de perles qui couraient le long du dos de la robe d'Evelyne, une confection de soie ivoire et de dentelle de Bruxelles, qui transformait l'ancienne dame de compagnie en quelque chose de radieux et d'irréel, et les yeux de la vieille dame brillaient de larmes non versées, alors qu'elle plaçait la simple couronne de fleurs d'oranger dans les cheveux sombres d'Evelyne, murmurant qu'elle n'avait jamais vu de mariée plus belle ni plus méritante de bonheur, après avoir enduré de telles épreuves avec grâce et dignité. La petite chapelle sur les terres du domaine avait été décorée de brassées de fleurs printanières, leur parfum remplissant l'ancien espace de pierres de douceur, et tandis qu'Evelyne descendait la courte allée au bras de Lady Béatrice, elle vit le duc l'attendre à l'autel, avec une expression d'une émotion si profonde que ses propres yeux se remplirent de larmes. Ses traits aristocratiques non plus sévères, mais transformés par l'amour en quelque chose de tendre et de vulnérable. Et elle comprit à ce moment que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble en tant qu'égaux, en tant que partenaires, en tant que deux âmes qui s'étaient choisies contre toute raison et toute convention. La cérémonie elle-même se déroula avec une solennité traditionnelle, le vieux vicaire prononçant les mots anciens qui avaient lié d'innombrables couples avant eux. Mais Evelyne entendit sous les phrases familières des significations plus profondes forgées par tout ce qu'ils avaient enduré ensemble, et quand le duc prononça ses vœux, sa voix se brisa d'émotion alors qu'il promettait de l'aimer et de la chérir, de l'honorer non seulement comme sa duchesse, mais comme sa plus chère compagne, et ses propres réponses vinrent stables et claires, son incertitude antérieure remplacée par la conviction absolue que cet homme, ce moment, ce mariage représentait tout ce qu'elle avait osé espérer pendant ces sombres mois où le bonheur semblait à jamais hors de sa portée. Le moment où le vicaire les prononça mari et femme apporta un soulagement visible qui submergea les traits du duc, comme s'il avait craint, même à cet instant final, que quelque chose puisse leur arracher leur joie durement gagnée. Et quand il l'embrassa, ce fut avec révérence et tendresse et une promesse de toutes les années qui s'étendaient devant eux, remplie d'amour, de partenariat et du bonheur tranquille possible lorsque deux personnes s'engageaient pleinement pour le bien-être de l'autre. Le déjeuner de noces qui suivit dans la grande salle fut intime et authentique, rempli des rires de vrais amis plutôt que de la gaieté forcée des spectacles de la société, et Lady Caroline leva son verre pour un toast qui reconnaissait la nature non conventionnelle de leur romance, tout en célébrant le courage que la mariée et le marié avaient montré en choisissant l'amour plutôt que le devoir, et alors qu'Evelyne regardait autour de la table le petit groupe de ceux qui étaient restés loyaux à travers le scandale et le jugement. Elle ressentit une gratitude écrasante pour cette nouvelle famille qu'elle avait trouvée, cet endroit où elle appartenait enfin. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel dans le Lake District,
Le duc l'aida à monter dans le carrosse qui attendait avec la même attention soignée qu'il avait montrée depuis cette proposition de la veille de Noël enneigée, et alors qu'ils s'éloignaient d'Ashford House, avec les vœux de leurs invités résonnant à leurs oreilles, Evelyn s'appuya contre l'épaule de son mari et se permit enfin de croire que la gentlewoman effrayée et appauvrie qui était arrivée à cette maison, en cherchant simplement la survie, avait trouvé à la place quelque chose d'infiniment plus précieux. Et le duc déposa un baiser sur sa tempe et murmura que leur vrai voyage ne faisait que commencer, que chaque jour à venir serait un cadeau qu'ils se feraient l'un à l'autre, et alors que la campagne se déployait devant eux dans toute sa gloire printanière, tous deux comprirent qu'ils laissaient derrière eux non seulement une célébration de mariage, mais le poids de leurs vies antérieures, partant ensemble vers un avenir construit sur un sentiment authentique plutôt que sur l'obligation, sur le partenariat plutôt que sur le faux-semblant, sur le courage radical requis pour choisir l'amour même lorsque la société exigeait le contraire. Le Lake District se déploya devant eux dans toute sa magnificence estivale, les montagnes s'élevant contre des ciels d'un bleu impossible, tandis que des lacs cristallins reflétaient les nuages et le soleil en des motifs qui changeaient à chaque heure qui passait, et dans ce paysage de beauté sauvage, loin des salons de Londres et du jugement de la société, le duc et sa nouvelle duchesse découvrirent ce que le mariage pouvait être lorsqu'il était construit sur une affection sincère plutôt que sur le devoir ou la convenance, lorsque deux personnes s'engageaient non seulement dans un contrat légal, mais dans le travail vulnérable de connaître véritablement une autre âme. Ils avaient pris un cottage modeste plutôt qu'un logement plus grandiose, désirant la simplicité et l'intimité pour ces premières semaines ensemble, et Evelyn se réveillait chaque matin avec le luxe inconnu du bonheur. La forme endormie du duc à ses côtés, un rappel constant que toute la peur et l'incertitude avaient finalement mené à ce havre de paix où elle pouvait simplement être elle-même sans faux-semblant ni performance. Leurs journées établirent un rythme doux qui semblait la chose la plus naturelle du monde, les matinées passées à explorer les sentiers sinueux à travers des vallées remplies de fleurs sauvages, le duc signalant les formations géologiques et les espèces végétales avec le même enthousiasme intellectuel qu'il avait montré lors de ses premières conversations à la bibliothèque, tandis qu'Evelyn apportait ses propres observations, leur dialogue s'écoulant aussi facilement que lorsqu'ils étaient encore séparés par la bienséance, mais maintenant enrichis par l'intimité physique du mariage. Sa main tenant la sienne alors qu'il naviguait sur un terrain rocheux, son bras autour de ses épaules lorsque le vent soufflait froid depuis les sommets. Les après-midi les trouvaient souvent en train de lire dans un silence complice, étendus sur des couvertures à côté du lac où ils s'étaient promenés ce jour-là, et Evelyn s'émerveillait de voir à quel point la sévérité du duc s'était complètement dissoute dans la chaleur de leur vie commune, son rire venant maintenant facilement, ses sourires fréquents et sans garde, et elle comprit que l'homme austère qui l'avait accueilli pour la première fois à Ashford House n'avait été qu'une coquille, protégeant des blessures trop profondes pour être exposé à un monde qui valorisait le devoir plutôt que le sentiment. Le soir, ils parlaient pendant des heures, partageant non seulement des idées, mais aussi les détails intimes de leur vie intérieure, et le duc parlait de sa solitude d'enfance, de la façon dont les attentes de son père l'avaient façonné en quelque chose de froid et de distant, tandis qu'Evelyn révélait toute l'étendue de la tragédie de sa famille, les années à se contenter de moins en moins, la peur constante de la misère totale, et en partageant ses chagrins privés, ils construisirent entre eux une fondation de compréhension qui transforma leur mariage d'un arrangement légal en un véritable partenariat. Des lettres arrivaient chaque semaine de Lady Béatrice, son écriture élégante apportant des nouvelles de la société londonienne. Comment certaines familles qui avaient condamné leur mariage avec le plus de véhémence suggéraient maintenant discrètement
qu'elles avaient peut-être été trop hâtives dans leur jugement, comment d'autres restaient obstinément opposées, mais voyaient leur influence décliner à mesure que les jeunes membres du grand monde se montraient plus tolérants envers les unions non conventionnelles. Mais ces rapports semblaient lointains et sans importance comparés à la réalité immédiate de leur bonheur, et ensemble, ils prirent la décision consciente de construire leur vie autour de leurs propres valeurs plutôt que de l'approbation fluctuante de la société, comprenant que le vrai contentement ne venait pas de la validation externe, mais du choix quotidien de s'honorer et de se chérir mutuellement, peu importe ce que les autres pourraient penser. Au moment où la fin de l'été commença sa lente reddition à l'automne, tous deux s'étaient débarrassés des couches de peur et d'autoprotection qu'ils avaient portées pendant des années, Evelyn n'étant plus la femme anxieuse convaincue que son existence même était une imposition, le duc n'étant plus l'aristocrate sévère emprisonné par les attentes, et alors qu'ils se préparaient enfin à retourner à Ashford House, ils le firent non pas avec appréhension, mais avec la confiance tranquille que quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble en tant qu'égaux, en tant que partenaires, en tant que deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre non seulement l'amour romantique, mais le don plus profond d'une véritable camaraderie. L'automne revint à Ashford House avec la même lumière dorée qui avait illuminé ces premiers jours où Evelyn était arrivée en tant que dame de compagnie effrayée. Mais maintenant, le domaine semblait transformé par une alchimie invisible, les pierres même réchauffées par l'amour qui imprégnait chaque pièce. Et alors que le duc aidait sa femme à descendre de leur carrosse après des mois d'absence, tous deux ressentirent non pas l'anxiété de retourner dans un lieu de douleur passée, mais la profonde satisfaction de rentrer à la maison dans une vie qu'ils avaient construite ensemble contre toute opposition et attente. Evelyn endossa son nouveau rôle de duchesse avec une confiance qui aurait étonné son ancien moi, cette femme incertaine qui avait autrefois essayé de se rendre invisible dans ces mêmes couloirs, et elle découvrit que ses propres expériences de situations précaires lui avaient donné à la fois de l'empathie et des connaissances pratiques qu'elle pouvait maintenant employer pour aider les autres, établissant un fonds discret pour aider les dames de bonne famille tombées dans le dénuement, offrant des postes au sein de la maisonnée à celles qui, autrement, risqueraient la misère, et utilisant son influence discrètement mais efficacement pour créer des voies pour les femmes dont les choix avaient été restreints par les attentes rigides de la société. Le duc lui-même semblait incarner la transformation rendue visible, sa sévérité antérieure remplacée par une aisance et une ouverture qui ravissaient tous ceux qui le rencontraient, et le domaine prospérait sous son attention engagée. Car un homme qui n'était plus accablé par la répression émotionnelle pouvait apporter toute son intelligence et son énergie au travail d'intendance, ses tenanciers remarquant entre eux que son Altesse était devenue presque méconnaissable par rapport à la figure distante et austère qui les avait gérés avec une efficacité froide plutôt qu'un soin sincère. Lady Béatrice, devenue plus fragile avec chaque saison qui passait, mais toujours aussi vive d'esprit et de langue, observait le bonheur de son neveu avec un profond contentement, comprenant que ses propres dernières années étaient embellies par la joie de voir la transformation qu'elle avait espérée depuis son enfance, lorsque les attentes sévères de son père avaient commencé à construire des murs autour d'une nature naturellement chaleureuse et curieuse. Leur premier dîner en tant que couple marié devint une célébration tranquille de la loyauté et de l'affection sincère, le petit rassemblement ne comprenant que ceux qui étaient restés fidèles à travers le scandale et le jugement, et tandis qu'Evelyn présidait sa propre table avec une grâce naturelle, engageant chaque invité dans une conversation qui révélait son esprit vif et son cœur chaleureux, le duc se surprit à la regarder avec l'émerveillement que cette femme remarquable ait choisi de lier sa vie à la sienne, malgré toutes les raisons de prudence et d'autoprotection. La soirée se déroula avec des rires faciles
et une conversation confortable, le genre de réunion où les gens pouvaient exprimer leurs vraies pensées sans crainte de jugement ou de calcul social. Et le personnel de la maison, se déplaçant tranquillement dans leurs tâches, échangeait des regards satisfaits qui confirmaient ce qu'ils avaient espéré pendant ces mois difficiles, que leur maître et leur nouvelle maîtresse avaient trouvé l'un en l'autre quelque chose de rare et de précieux, un partenariat construit sur une estime sincère plutôt que sur le devoir ou la convention. Plus tard, lorsque leurs invités furent partis et que la maison se calma dans le silence de la nuit, le duc et Evelyne se retirèrent dans la bibliothèque, qui avait été le théâtre de tant de moments cruciaux de leur relation, et assis ensemble près du feu, son bras autour de ses épaules et sa tête reposant contre lui en parfaite confiance, ils réfléchirent au voyage extraordinaire qui les avait menés de ces premières conversations prudentes à ce moment d'appartenance complète, comprenant que chaque obstacle qu'ils avaient affronté, chaque moment de doute et de peur, avait d'une certaine manière servi à approfondir leur appréciation du bonheur qu'ils possédaient maintenant, et alors que les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres, tous deux surent avec une certitude absolue qu'en se choisissant l'un l'autre, ils avaient choisi non seulement l'amour romantique, mais le don profond d'être vraiment connus par une autre âme, d'être vus dans toute leur complexité et chéris, non pas malgré leurs défauts et leurs peurs, mais en pleine reconnaissance de tout ce qu'ils étaient et pourraient encore devenir ensemble. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce retour d'automne à Ashford House, 5 ans au cours desquels la transformation du duc et de sa duchesse s'était approfondie en quelque chose de permanent et d'inébranlable. Et maintenant, la bibliothèque, qui avait été témoin de tant de moments cruciaux dans leur relation, résonnait de sons entièrement différents. Le rire aigu et doux de filles jumelles qui jouaient avec des jouets en bois sur le tapis, même où leurs parents avaient autrefois mené des conversations prudentes et convenables, chargées de désirs inexprimés et d'aspirations impossibles. Lady Béatrice était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, son corps devenu fragile avec l'accumulation des années, mais ses yeux toujours brillants d'intelligence et de satisfaction alors qu'elle regardait ses petites nièces. Charlotte et Éléanore s'ébattre avec la joie insouciante d'enfants élevés dans une atmosphère d'affection sincère plutôt que de froide bienséance, et elle réfléchissait avec un profond contentement qu'elle avait vécu assez longtemps pour voir non seulement le bonheur de son neveu, mais son épanouissement en cette belle famille qui remplissait Ashford House de chaleur et de vie. Evelyne, n'étant plus la dame de compagnie anxieuse qui avait autrefois traversé ces couloirs en essayant de se rendre invisible, était assise avec ses filles, les aidant à construire des tours avec des blocs. Sa confiance et sa grâce si naturelles, maintenant qu'il semblait impossible qu'elle ait jamais été autre chose que la duchesse. Mais ceux qui l'avaient connue depuis le début comprenaient que sa transformation avait été gagnée par le courage et la persévérance, par le choix quotidien de se croire digne d'amour malgré la condamnation initiale de la société, et le travail qu'elle continuait avec les femmes vulnérables était devenu sa passion particulière, un héritage de compassion né de sa propre expérience de la précarité. Le duc lui-même, lisant dans son fauteuil préféré, mais fréquemment interrompu par de petites mains réclamant son attention pour quelque préoccupation enfantine urgente, ne ressemblait en rien à l'aristocrate sévère et émotionnellement distant qui avait autrefois gouverné cette maisonnée avec une formalité rigide, et en le regardant rire des facéties de ses filles, en voyant l'affection facile avec laquelle il serrait Evelyne contre lui quand elle venait s'asseoir à ses côtés, on ne pouvait que s'émerveiller de la dissolution complète de ces murs protecteurs qu'il avait maintenus pendant tant d'années, comprenant que le véritable amour avait accompli ce que le devoir et les attentes n'avaient jamais pu faire, le libérant dans la plénitude de sa propre nature chaleureuse et généreuse. Le portrait récemment commandé était accroché au-dessus de la cheminée, les montrant tous les 4 ensemble dans cette même pièce,
l'artiste ayant capturé quelque chose d'essentiel dans leurs expressions et leurs postures, la preuve visible de la dévotion et de l'appartenance mutuelle qui faisait de la peinture plus qu'une simple représentation, la transformant en un témoignage de ce qu'ils avaient construit ensemble contre toute opposition et tout doute. Et les visiteurs commentaient invariablement la chaleur inhabituelle qui émanait de la toile, le sentiment que cette famille avait trouvé quelque chose de rare et de précieux l'un en l'autre. Cher auditeur, alors que nous prenons congé du duc et de la duchesse dans leur bibliothèque, entourés de la vie et de l'amour qu'ils ont créés, réfléchissons à ce que leur parcours révèle sur les cages que nous nous construisons, sur les façons dont nous nous abandonnons à la peur et aux attentes plutôt que d'oser atteindre le bonheur, et demandons-nous si le prix de la sécurité n'est pas parfois trop élevé lorsqu'il exige que nous abandonnions nos vérités les plus profondes et nos désirs les plus authentiques. Leur histoire nous murmure à travers les années que la transformation est possible même lorsque les circonstances semblent incroyablement contraignantes, que le courage de choisir l'amour plutôt que la peur peut créer des ondes de changement s'étendant bien au-delà de nos vies individuelles, et que la patience combinée à la persévérance peut progressivement user même les obstacles les plus redoutables entre notre réalité présente et le désir de notre cœur. Si vous vous trouvez piégé dans une cage de votre propre fabrication, convaincu que le devoir, la bienséance ou la peur doivent dicter les limites de votre existence, souvenez-vous du voyage d'Evelyne, de compagne effrayée à duchesse confiante, de la métamorphose du duc, de l'isolement sévère à la vie abondante, et osez vous demander ce qui serait possible si vous convoquiez le courage d'aller au-delà des limitations que vous avez acceptées comme immuables. Puissiez-vous trouver la force de vous libérer de tout ce qui vous confine, la sagesse de reconnaître l'amour véritable lorsqu'il apparaît, même sous des formes inattendues, et la patience de construire le bonheur par de petits choix accumulés, plutôt que d'exiger une transformation immédiate, et puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que votre propre histoire, quel que soit son chapitre actuel, recèle encore des possibilités de beauté et de rédemption, au-delà de tout ce que vous pouvez actuellement imaginer, car le cœur humain possède une résilience et une capacité de renouvellement remarquable lorsqu'on lui donne la permission d'espérer et le courage d'agir sur cet espoir, et que la paix accompagne votre voyage où qu'il puisse vous mener. Ceci était une histoire de notre chaîne, et si ces mots ont touché votre cœur ou offert du réconfort dans vos propres luttes, nous vous invitons à vous abonner et à rejoindre notre communauté d'auditeurs qui trouvent réconfort et inspiration dans des récits de transformation, de rédemption et du pouvoir durable de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes.